Bonjour à tous, on vient d'ouvrir le webinaire. Merci à tous ceux qui sont déjà présents. On va attendre encore 2-3 minutes pour le temps de se connecter, et puis on va démarrer juste après. On va donc attendre un tout petit peu. Je vois qu'il y a déjà les gens arrivent au fur et à mesure. On a pas mal d'inscrits. Ah, j'espère que tout le monde arrive à se connecter. Je pense qu'on va démarrer, on démarrera réellement à partir de 11h, 11h03. 11h03, le temps que tout le monde puisse se connecter. Les retardataires nous rejoindront ensuite. Il y a un chat, hein, il y a un chat sur le. Si vous voulez des points. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre en fait. Je vais déjà vous expliquer comment va se dérouler ce webinaire. En tout cas, merci à tous de participer, d'être venus. On va être trois à intervenir pendant ce webinaire. Il y a Yvan, moi et Stéphane. Lors de ce webinaire, vous avez un chat. Vous pouvez écrire des chats. Mais si vous avez des questions à poser, merci de les poser dans le petit onglet questions qui est juste à côté. Et on reprendra ces questions au fur et à mesure à la fin de l'intervention de chacun. On essaie de faire quelque chose qui soit très dynamique. Donc, on va chacun intervenir 10 minutes et laisser de la place aux questions-réponses à la fin pour essayer de tenir sur 45 minutes, un peu plus. Si on a beaucoup de questions-réponses, on tiendra sur 1 heure, on peut tenir 1 heure. Mais l'objectif, c'est de ne pas trop dépasser et de pouvoir que ça soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le petit onglet questions. Je vais donner la main tout de suite à Ivan qui va parler d'un point de vue générique, un peu plus du numérique responsable et comment avancer. Après, je reprendrai la main et on finira avec Stéphane qui sera sur des cas très concrets au niveau du data center, avec des exemples très concrets et locaux. Ivan, je te laisse parler. À toi. Parfait. Merci Martin. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Ivan, fondateur de Canopé, une start-up basée à Neuchâtel qui a 2 ans. Nous sommes 6 et nous accompagnons les entreprises principalement à mesurer l'empreinte de leur parc informatique, à la fois CO2, énergie, eau, ressources naturelles pour la fabrication, l'utilisation et la fin de vie. On les accompagne à mettre en place un plan de sobriété numérique et on est reconnu pour l'instant comme les seuls experts numériques responsables en Suisse qui permettent d'accompagner au label numérique responsable qui existe déjà en France, en Suisse et en Belgique. À titre privé, je suis aussi membre de l'Institut du numérique responsable en Suisse et je coordonne avec une autre personne le comité scientifique. Et bientôt, à la fin du mois, on va sortir un rapport qui fait l'état des lieux du Green IT en Suisse. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Green IT d'un point de vue plus général, comme l'évolution naturelle du numérique actuel. Alors, quand on parle de Green IT, on va parler aussi de numérique responsable. Alors, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans une situation d'urgence climatique.
Pour la première fois, nous avons observé que la température moyenne sur Terre a dépassé les 1 degré et la trajectoire actuelle est de plus 2,7 degrés. L'être humain n'a jamais été confronté à de telles situations si hostiles et donc il est urgent d'agir aussi pour la partie informatique. D'un point de vue numérique, le numérique aujourd'hui pollue plus que toute l'aviation mondiale et au rythme actuel, il sera le premier consommateur mondial d'électricité d'ici 2030. Donc on voit qu'en Suisse, on a des enjeux très importants d'un point de vue consommation énergétique, donc il est important de toucher au numérique aussi. Alors, on va faire une petite introduction au numérique responsable et pour cela, nous avons préparé un quiz avec 4 questions. Donc, vous aurez 5 secondes pour réfléchir à chaque question. Allons-y. La première, c'est d'après vous, combien de smartphones sont vendus à chaque seconde dans le monde? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 25? Ou est-ce que c'est 40? Pour ceux qui sont bons en mathématiques, c'est 3,5 millions par jour. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Donc, on vend 40 smartphones à chaque seconde dans le monde et sachant qu'il y a le Black Friday qui arrive, ça risque d'exploser. Deuxième question, par rapport au smartphone, combien de ressources naturelles sont nécessaires pour fabriquer un smartphone? 25, 100 ou 200 kg de ressources naturelles. Pour un smartphone, il faut extraire 200 kg de ressources, sachant qu'un smartphone, c'est à peu près 200 grammes. Il faut 1000 fois son poids, donc c'est énorme. Dans le monde, quel est le pourcentage de smartphones qui sont recyclés? Est-ce que c'est 10, 20 ou 30%? Même 30, c'est déjà très faible. La bonne réponse, c'est 20%, c'est même moins, on est à 18%. Donc, on se rend compte que la plupart des déchets électroniques liés aux smartphones ne sont pas recyclés. Et enfin, la dernière question, toujours avec les smartphones, tous les combien d'années on remplace un smartphone en entreprise, en moyenne? On est sur 3 ans. Donc, voilà, ces 4 questions nous ont permis de faire un peu un état des lieux du numérique responsable en Suisse, mais aussi d'un point de vue européen. Et la première chose importante pour comprendre le numérique responsable, c'est de définir le numérique. Donc, le numérique, ce sont des terminaux. Aujourd'hui, nous avons plus de 34 000 millions de terminaux sur Terre, avec une moyenne de 11 équipements par Européen et 13 équipements par Américain. Ils font toujours mieux, même quand il s'agit de faire pire. Ensuite, on a des réseaux qui connectent l'ensemble des équipements et nous avons des centres de données dont nous allons parler dans les 2 autres présentations. D'un point de vue de données numériques, l'évolution, comme vous pouvez voir sur ce graphique, est assez importante. Juste si on se concentre entre 2022 et 2025, on voit que la quantité de données va doubler, ce qui est, on va dire, logique, puisqu'on commence à numériser tout. Il y a l'IoT qui arrive, la 5G, la big data, etc. Ce qui est important à comprendre, c'est que plus l'évolution des données augmente, plus la consommation énergétique augmente et donc plus l'empreinte CO2 augmente aussi. Même si aujourd'hui on arrive à faire des grandes avancées dans l'efficience énergétique des équipements, cette efficience n'arrive pas à suivre l'augmentation des données qui sont générées. En ce qui concerne les projections futures de CO2, si l'on ne fait rien, c'est-à-dire avec la courbe verte, on va passer d'une empreinte actuelle de 4% de CO2 mondial pour le numérique à une empreinte de 8%, c'est-à-dire l'ensemble des émissions du trafic routier mondial, ce qui est juste énorme. Par contre, si on se met dans un scénario de sobriété, c'est-à-dire qu'on commence à implémenter le Green IT par défaut, on va continuer à augmenter cette courbe, ce qui est normal parce que de plus en plus de personnes vont avoir accès au numérique. Donc, on voit vraiment l'importance d'appliquer le Green IT au sein des entreprises, des sociétés, mais aussi d'un point de vue législatif. Donc ça, c'était l'état des lieux d'un point de vue global, mais aujourd'hui, comment se retrouve le numérique dans les organisations et plus principalement son empreinte? On se rend compte aujourd'hui que la plupart des entreprises, surtout les grandes entreprises, visent la neutralité carbone, le net zéro ou justement plus simplement la réduction d'empreinte. On fait des efforts sur la consommation d'énergie, sur la mobilité, sur l'alimentation des collaborateurs et sur les fournisseurs. Or, l'empreinte du système IT aujourd'hui est pas considérée ou quand elle est considérée, on ne considère que la consommation énergétique des équipements et non pas tout le cycle de vie complet. Si on prend un cas concret en Suisse, l'EPFL a fait 2 ans l'analyse de son empreinte carbone totale, dont le numérique. Donc l'EPFL, ce sont 18 000 collaborateurs avec les étudiants, les professeurs et les intervenants. Et il en résulte que le numérique représente 25% de son empreinte globale. C'est aussi la moyenne qu'on trouve avec Canopé quand on fait la mesure d'entreprise de services ou
de services, c'est à peu près entre 15 à 25% de son empreinte globale, ce qui représente chaque année 7 900 tonnes de CO2 équivalent. C'est l'équivalent à peu près de 4 000 allers-retours Genève-New York, ce qui est juste beaucoup. Alors, si on parle vraiment de chiffres concrets, quand on achète un ordinateur, en gros, on est en train de consommer 400 kg de CO2, ça c'est juste la fabrication, et ça représente 2000 km en voiture, 230 000 km en train à haute vitesse, pas forcément comme le symbole que vous voyez ici. C'est l'équivalent à peu près de 55 repas, l'énergie qu'il faudrait mettre pour faire 55 repas avec de la viande ou 800 repas végétariens. Et finalement, dans le contexte actuel suisse, ça serait l'équivalent pour chauffer 22 jours une habitation classique de 64 mètres carrés en Suisse. Donc, on se rend compte qu'acheter des équipements informatiques, ça a un impact direct sur l'environnement. Donc là, c'est un exemple uniquement sur le CO2, mais on a aussi des données sur les litres d'eau, les ressources abiotiques, la consommation d'énergie, etc., etc. Pourquoi déployer une stratégie numérique responsable? Tout d'abord, d'un point de vue économique, le numérique responsable, c'est d'abord optimiser son parc informatique et donc le simplifier ou faire des choix aussi qui permettent de réduire la consommation d'énergie. Donc, on peut prévoir en moyenne une économie de 10% sur son budget informatique annuel. En deuxième, c'est un retour sur investissement environnemental. On peut réduire jusqu'à 30% l'empreinte du parc informatique. C'est l'exemple le plus important qu'on a eu avec Canopé, ce qui est non négligeable. Et finalement, on a un ROI que j'ai appelé marketing. Donc, on a une pression qui vient des collaborateurs pour une démarche beaucoup plus green, une pression aussi de la société, une pression sur le marché de par les fournisseurs, mais aussi pour les banques, par exemple, des investisseurs, et des lois comme par exemple en France qui existent déjà et qui arrivent aussi de l'Union européenne avec des directives qui sont là depuis 2020. Donc voilà, ces trois enjeux ce sont des arguments suffisants pour se demander pourquoi implémenter sa stratégie numérique responsable. Trois exemples de grandes entreprises qui ont implémenté le numérique responsable. Schneider Electric considère qu'en mettant une sobriété numérique, ils économisent 10 millions d'euros par année en consommation énergétique. C'est l'équivalent de 600 000 tonnes de CO2 équivalent par année. Orange en est éco-concevant ses logiciels, ont mesuré un gain énergétique de 10 à 15%, ce qui est non négligeable. Et Veolia, qui est l'acteur principal en France du traitement des eaux, en passant des ordinateurs classiques à des thin clients, des clients légers, on réduit de 50%, 52% les émissions CO2 équivalent. Donc, on voit qu'il y a des résultats à la fois tangibles d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue environnemental. Et maintenant que je vous ai dit que tout allait mal, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, tout simplement, d'un point gratuit déjà, vous avez ces 4 outils qui vous permettent de mesurer votre empreinte carbone. Le premier, Website Carbon Footprint, vous permet de mesurer l'empreinte de votre site web. Gratuitement, vous mettez le lien et il vous donne des équivalents. Ensuite, comment on sait que 70% des données mondiales viennent des vidéos, des images, et que si vous regardez beaucoup YouTube, vous pouvez utiliser cette extension web qui s'appelle YouTube Audio, qui va laisser passer le son, mais va couper l'image. Donc, vous allez faire un grand geste pour la planète. Ensuite, vous pouvez installer l'autre extension qui s'appelle Carbon Viz, qui a été développée par la Haute École d'Yverdon et qui vous permet de suivre l'empreinte de votre navigation web, très intéressante. En France, c'est l'équivalent de Carbon Analyzer développé par le Shift Project. Et finalement, Swiss Transfer, développé par Infomaniac, vous permet de générer des liens, de stocker vos pièces jointes dans cette page et de les transmettre et de transmettre uniquement le lien à votre contact externe. Et cette pièce jointe est détruite au bout de 30 jours. Donc voilà, on agit à la fois sur le site web, sur les vidéos, sur la navigation web et sur les pièces jointes. Donc là, vous avez de quoi commencer déjà en tant qu'employé ou individu à réduire votre empreinte numérique. Donc voilà, finir avec une phrase, c'est que implémenter une stratégie numérique responsable, c'était un choix avant, c'était un nice to have. Aujourd'hui, ce ne l'est plus pour les différentes raisons que je vous ai partagées. Et je finirai avec une citation qui dit « La technologie ne sera ni plus ni moins écologique que nous le serons ». Donc, il ne faut pas penser que la technologie viendra résoudre tous nos problèmes puisque la technologie est, pour l'instant, codée par des êtres humains. Donc, merci beaucoup et avec plaisir si vous avez des questions tout à l'heure. Super, Ivan, tu as été très, très efficace parce que
Il y a eu beaucoup, beaucoup de messages qui sont passés en peu de temps. On va continuer sur ce rythme effréné et je vais enchaîner. Donc, avant de présenter EasyVient, je vais avoir 2 slides qui vont continuer un peu ce que tu viens de dire. Et ce que je dis toujours moi, à tous mes clients, à tout le monde, c'est que si vous voulez, comme tu l'as dit, hein, si vous voulez analyser l'infrastructure, l'impact environnemental de vos infrastructures, il faut connaître votre énergie directe, donc sa consommation électrique, rapportée en CO2, mais il faut connaître aussi son énergie grise. Donc, quand on prend l'analyse cycle de vie complet d'un matériel, c'est tout ce qui est hors énergie directe, donc fabrication, transport, recyclage, etc. Pourquoi il faut prendre les deux en compte? Parce que dans vos bilans carbone, on va vous le demander, mais c'est aussi parce que ça permet de prendre les bonnes décisions. Il y avait une étude qui a été faite il y a quelques années qui disait que quand on changeait son MacBook Pro pour prendre un MacBook Pro qui consommait 5 watts de moins, pour l'amortir d'un point de vue environnemental, il fallait le garder 50 ans. Donc on voit bien que ça fait pencher la décision. Peut-être il faut se poser les bonnes questions. Un autre slide que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, je le présente à chaque fois. C'est le Rocky Mountain Institute qui a sorti ce slide-là il y a quelques années. Qu'est-ce qu'il dit en fait ce slide? Il dit que pour 100 watts d'énergie qui sont produits, qui vont servir à l'informatique, on va avoir moins d'1 watt qui est vraiment utile pour du process informatique en bout de chaîne. Donc ce qu'on dit à tous nos clients, si vous voulez réduire votre impact environnemental, on a cité des exemples, mais il faut travailler sur toute la chaîne. Fournisseur d'énergie, on va voir que Stéphane va nous en parler. Avoir un data center propre aussi, pareil, on va voir des exemples avec Stéphane. Avoir un matériel qui est efficient. Travailler sur le taux d'utilisation de ces serveurs, c'est là-dessus que nous, on va principalement agir. Il y a l'éco-conception logicielle, qui est aussi un sujet qui est très important, et il y a l'usage. Ce qu'on dit à nos clients, vous travaillez sur tous les leviers, mais plus vous allez travailler en début de chaîne, c'est-à-dire supprimer les usages inutiles, coder proprement, vous mettrez beaucoup plus d'applications par serveur, donc vous aurez moins de serveurs, donc pas besoin de les fabriquer, pas besoin de les alimenter, donc moins de data centers et moins besoin de produire d'énergie. Donc en fait, le watt ici, ce n'est pas 1 watt que vous gagnez, c'est 100 watts en bout de chaîne. Et ça, c'est hyper important parce que tout est imbriqué. Et là, on parle de sobriété, de bons usages. Et comme le disait Ivan, ce n'est pas que des gains écologiques, c'est souvent aussi beaucoup de gains économiques derrière. D'ailleurs, nous, c'est comme ça qu'on a vécu toutes ces années, en fait. Donc, si je représente EasyVient, nous, je vais aller très vite, ça fait 11 ans qu'on existe, ça fait 11 ans qu'on travaille sur ces sujets de Green IT. Je peux vous dire qu'il y a 11 ans, on en parlait beaucoup moins que dernièrement. On a beaucoup de labels. On a l'ICT Footprint, Data Center Code of Conduct et le label qui vient de la Suisse, le Solar Impulse également. On a un gros savoir-faire autour des serveurs physiques et virtuels, du FinOps, CloudOps, parce que les aspects financiers, c'est comme ça qu'on faisait agir nos clients, et bien évidemment l'aspect Green IT. On a plus de 100 clients, principalement en France et en Europe. On commence à développer la Suisse et on a déjà quelques clients suisses, dont l'Hospice Général. Nos clients sont tout type de clients. C'est des clients du public, du privé, des grands comptes, des moyens comptes, on n'est pas sur des tout petits clients, des hébergeurs qui viennent nous chercher parce qu'ils veulent, leurs clients leur demandent combien pèse le poids carbone chez eux, ce qu'ils hébergent. On a des références intéressantes, par exemple Pôle emploi. Ils affichent les coûts environnementaux de leurs services informatiques avec notre solution. C'est un peu comme si on mettait une étiquette comme sur le frigo, ABCD, mais là, c'est sur les applications ou sur les services. Je suis capable de dire le site pôle emploi.fr, il pèse tant, permet de prendre conscience, mais aussi d'agir derrière sur l'éco-conception, comme on a dit, mais également sur la densification des serveurs. Ça, c'est des sujets qui évoluent beaucoup, en fait. Je suis obligé d'aller très vite, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, notre approche, et ce qui nous a permis de tenir, c'est que toutes ces dernières années, on travaillait plutôt sur l'optimisation de l'infrastructure, ça permettait de réduire les coûts, optimiser. Et quand on pilote bien, quand on manage bien, quand on gère bien, on augmente aussi sa productivité, on prend les bonnes décisions. Et tout ça, l'intérêt, c'est que finalement, on a de la chance, c'est que quand on optimise son infrastructure, quand on réduit son nombre de serveurs, quand on pilote mieux, on baisse son impact environnemental. Et clairement, je vous dis, ça fait 11 ans qu'on existe. Maintenant, ça fait depuis 2 ans seulement qu'on nous appelle pour ce sujet-là, vraiment, et qu'on vend pour ce sujet. Avant, c'était plutôt un point, c'était un petit peu le bonus, quoi. C'était un peu le bonus. Mais on voit vraiment une vraie évolution, et je reviendrai dessus par rapport à ça. Notre gros savoir-faire, c'est que quand on a analysé toutes ces années, c'est que on voit bien que nos clients, les directions informatiques, c'est pas qu'ils veulent pas avancer sur le Green IT. Mais on voit bien qu'ils ont plein d'enjeux. Ils ont plein de nouveaux projets qui arrivent sans arrêt. Ça court dans tous les sens. Il faut gérer le niveau de service, etc. Donc, il faut des outils qui soient simples. Il faut les aider. Il faut les accompagner.
Et les outils vont leur permettre de prendre les bonnes décisions, mais aussi, ça va permettre aussi de beaucoup faciliter la décision. C'est pour ça qu'on s'adresse à la fois aux gens techniques et aux managers, et on va se poser les questions sur des données factuelles. Quand on voit qu'une VM est surdimensionnée, une serveur est surdimensionnée, on le voit vraiment, et on sait se poser les bonnes questions. Un point qui est très important, et j'insiste, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, c'est que nous, on va être sur de la mesure réelle. On va mesurer réellement la consommation des serveurs. Et ça, c'est hyper important parce que, et ça, ce qui est très bien, c'est que beaucoup d'organisations actuellement mettent en place des bilans carbone IT. C'est très, très bien, ça fait permettre de faire un état des lieux. Mais si on veut piloter et suivre les éléments dans la durée et se fixer les objectifs, il faut des éléments mesurés. On est un peu comme sur de la comptabilité, en fait. Il faut outiller cette comptabilité carbone et environnementale au sens large. J'essaie d'aller très vite, je suis désolé, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions. Nos solutions, donc on a 2 solutions axées principalement CO2 et à terme plus environnemental. DCScope qui va être plutôt s'adresser aux clients qui ont des serveurs sous VMware et Azure et AWS. Et CO2 Scope, parce que ces derniers temps, on nous disait, mais c'est bien ce que vous faites, mais vous faites que sur VMware, etc. Et on sort CO2 Scope qui va pour objectif de mesurer toute l'infrastructure, que ce soit du VMware, mais aussi des serveurs seuls, que ce soit des serveurs sous Kubernetes, des baies de stockage, des switches. L'objectif, c'est de mesurer l'ensemble. On a un très gros projet qu'on va démarrer avec Capgemini pour Airbus, où on va aller mesurer tous les serveurs d'Airbus. Et on voit que c'est des sujets qui avancent très vite. Un point qui est clé, et j'insiste, et j'en ai déjà parlé, on ne peut mesurer on peut améliorer que ce qu'on mesure. Et à l'inverse, on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. C'est pour ça que c'est très important d'outiller et de mesurer, et c'est pour ça qu'on met en place tout ça. Je vais très rapidement vous montrer quelle tête ça a, parce que c'est intéressant de voir un petit peu les écrans. Hop. Tac. Là, je vais être sur DCScope. Est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que oui. A priori, oui. Donc là, on est sur DCScope. Il faudrait 2 heures pour vous expliquer comment ça marche. Vous pouvez l'installer. Vous allez sur notre site, vous téléchargez, ça s'installe en 15 minutes. Et au bout de 2 jours, vous avez déjà ce type d'écran. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, on va, sur la partie Green IT, on va automatiquement vous fournir cette vue carbone de votre infrastructure, à la fois sur l'énergie directe, comme je disais, qui est rapportée par rapport à votre mix énergétique et la mesure réelle qu'on remonte, et aussi l'énergie grise, donc c'est la part fabrication, transport, etc., qu'on évalue et vous allez pouvoir agir dessus. Donc on a ces indicateurs-là, donc c'est les premiers éléments, et on va vous fournir aussi des leviers qui vont permettre de baisser cet impact, notamment. Là, ce qu'on voit ici, c'est toutes les machines qui sont surdimensionnées, pas surdimensionnées, et on va vous fournir des éléments pour optimiser tout ça. On a beaucoup d'autres éléments. On va pouvoir aussi vous regarder, mesurer, vous comparer par rapport à d'autres clients, si vous voulez vous comparer. L'objectif, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est capable de mesurer et de vous fournir des leviers pour améliorer tout ça. Je vais m'arrêter là sur DCScope. C'est très, très rapide, ou CO2 Scope. L'objectif, c'est de continuer. Et vous avez vu, ce qui reprend l'effet cascade que je vous ai présenté tout à l'heure. Là, maintenant, je vais passer la main à Stéphane, qui va vous montrer comment on peut vraiment optimiser son impact avec un exemple concret en Suisse. Je te passe la main, Stéphane. Super, merci beaucoup. Donc, d'abord, bonjour tout le monde. Merci Martin, merci Ivan. Alors moi, je vais me concentrer en fait beaucoup plus sur un aspect finalement assez physique. D'abord, j'espère que tout le monde m'entend bien parce qu'on m'a dit que le micro est un peu léger, mais j'espère que si jamais il faut le dire dans le chat, j'essaierai de parler un peu plus fort. Donc, de mon côté, je représente la société ISP Solutions. On est actif depuis finalement 2004 dans la mise à disposition de solutions d'hébergement. On ne possède pas les data centers, mais par contre, on va prendre en fait des assez grandes surfaces dans différents centres de données en Suisse et qu'on va finalement équiper, qu'on va alimenter, on va fournir du réseau. Tout ça pour arriver à fournir en fait de l'infrastructure, soit pour des clouds privés, de la colocation, des serveurs dédiés, du réseau IPv4 et IPv6, du conseil, de l'accompagnement. Aujourd'hui, je vais me concentrer en fait sur le data center IDC dans lequel on est présent. Pourquoi ? Parce que c'est le plus récent. Et moi, personnellement, j'ai bien participé finalement à la mise en service de ce centre de données. Donc, le début du projet, c'était 2015-2016, société fondée en fin 2017.
et mise en production en 2019. C'est à la chaux de fonds, 1000 mètres d'altitude, et on a 68 racks en fait dans le centre de données. Capacité moyenne par rack, on a estimé 3 kW nominal. Bien sûr, tous les racks sont équipés. Je vais très très vite parce que finalement, on m'a dit que c'était vraiment très très limité, donc je passe. Niveau statistique, 250 kW d'alimentation générale pour le data center. Bien sûr, tous les racks sont alimentés en double alimentation de circuits totalement indépendants. Des onduleurs groupe électrogène. Au niveau de l'énergie électrique, c'est de l'Areuse+, donc Areuse, c'est une rivière en fait du canton de Neuchâtel. Le mix énergétique, c'est 95% hydraulique, 5% solaire, et on a une centrale solaire dédiée pour le data center de 640 mètres carrés de panneaux solaires en toiture qui représente une puissance de 92 kWh. Au niveau du refroidissement, deux solutions en fait pour refroidir, j'aime pas ce terme refroidissement dans ce cadre-là, disons pour créer un environnement pour le centre de données qui soit un peu idéal, les fabricants attendent finalement un environnement compris entre 22, 23 degrés et 27, 28 degrés. Donc, au final, vous avez deux solutions. C'est soit on part sur amener du froid, soit on part sur enlever du chaud. Rajouter du froid, ça veut dire c'est de la compression, et à partir de là, on va vraiment consommer de l'énergie, c'est de la climatisation, c'est un énorme frigo, et on est vraiment, on consomme. Donc, l'autre solution, c'était extraction de froid. Il existe des solutions aujourd'hui par différents fabricants. Là, ils sont partis sur une solution vertive. Ça s'appelle des EFC, et finalement, ça marche par extraction, par ventilation. Bien sûr, il y a tout un concept pour voir, en fait, pour maintenir les taux d'humidité, etc. Et finalement, on enlève le chaud simplement avec des flux d'air. Tout ça pour en arriver à là. Finalement, là, je vais faire une comparaison entre ce que représente un rack de 2 kW en termes de kilomètres parcourus par une voiture annuellement. Volontairement, on est parti sur une voiture relativement écolo, à l'époque en tout cas, 79 grammes de CO2 d'empreinte par kilomètre. Et je vais essayer de mettre maintenant en comparaison le nombre de ce que ça représente finalement. Donc, au niveau global, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'empreinte carbone d'un kilowattheure au niveau global moyen est de 450 grammes par kilowattheure. Donc, mon rack de 2 kW sur une année consommerait 14,191 tonnes de CO2. En distance, avec ma Toyota Prius, j'arrive à 179 633 km, soit environ la moitié de la distance Terre-Lune. C'est un rack de 2 kW, c'est pas énorme, c'est quelque chose de plus ou moins standard aujourd'hui. Mais avec l'avenir, la densification, ça risque d'augmenter. Mon même rack, en Suisse, il faut savoir qu'en Suisse, alors on a une production qui est relativement faible, enfin une consommation qui est relativement faible en CO2, mais on doit acheter parce que finalement on est interconnecté avec nos voisins. Alors la France, c'est le mauvais exemple parce que vous avez beaucoup de nucléaire et finalement il y a très très peu de CO2, c'est très bien. Par contre, on va quand même interagir avec tous les autres pays, et en moyenne, Suisse, on est à 100 grammes d'électricité consommée et 100 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, mon équivalent voiture, on arrive quasiment autour de la Terre, donc 39 924 km. Alors, il y a peut-être des petits arrondissements, etc. Mais en gros, un rack en Suisse, normal, sans effort, c'est un tour de Terre par année, un rack de 2 kW. Maintenant, on a fait des gros efforts chez IDC, parce qu'on descend finalement à 20 kg équivalent CO2 au niveau de l'empreinte consommée. Et là, du coup, on voit pour nos amis et voisins français que la distance, on n'est plus sur du moitié Terre-Lune, on n'est plus sur un tour de Terre, on n'est plus qu'à 253 km. Donc, pour illustrer, à 253 km, c'est Lyon-Nîmes, où pour mes compatriotes, c'est un Genève-Bâle, en fait, toujours en Toyota Prius. Donc, maintenant, pour voir, j'ai un dernier slide. Alors, peut-être j'étais beaucoup trop vite, du coup, je ne suis pas du tout dans les 10 minutes. Mais voilà, ce que ça donne en fait, si on met simplement un système de barres pour faire la comparaison entre un rack IDC, un rack suisse, un rack international. Donc finalement, en repartant sur la présentation à Martin, c'est dommage que tu n'aies pas pris une minute de plus pour montrer en fait dans ton application finalement les empreintes carbone des différents data centers.
et pour voir où il se situe. Parce que ça, je pense que c'est assez bluffant. Je pense que ADC a réussi vraiment un grand coup à ce niveau-là avec mon aide en fait derrière. Et voilà. Donc, j'arrive gentiment à la fin de ma présentation. C'était extrêmement rapide. Hier, on a fait un entraînement, j'étais à 25 minutes, etc. Et là, on a couru comme des fous, mais voilà. Donc, je vous remercie. Ce qui est très bien, Stéphane, et merci, c'est qu'on voit bien que en se posant les bonnes questions, en essayant de faire des efforts sur cette partie-là, et on se focalise sur la partie là, juste data center, on peut réduire drastiquement l'empreinte carbone. Et c'est un des morceaux, comme je montais dans l'effet cascade, c'est un des morceaux de l'ensemble. Et ce qui est super important, Ivan, je pense que tu seras d'accord, c'est qu'il faut pas, c'est pas parce que ça consomme moins chez vous qu'il faut en rajouter 100 euros plus. Il faut aussi gérer sur tout l'ensemble. Il faut faire très attention à tout ça. Et l'idéal, ça serait d'être dans votre data center avec des serveurs reconditionnés ou des serveurs qu'on garde un bout de temps, et avec des fonctionnalités, que des logiciels qui sont vraiment utiles et qui sont bien codés. Voilà, en fait, en gros, si on veut optimiser tout le flux. Donc non, mais c'est intéressant. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'était de montrer un peu ce qu'on était capable de faire, ce qu'on peut apporter, nous faire connaître. Donc, il ne faut pas hésiter à nous recontacter après ça. Je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent. Il y a une première question, c'est pour moi, c'est comment mesurez-vous l'empreinte des services cloud? Avez-vous des données fiables de AWS, etc., ou seulement des hypothèses de votre part? Alors ça, c'est une bonne question. Donc nous, et c'est vrai que je vais peut-être le montrer, ouais, on est capable d'aller mesurer, déjà on est capable d'évaluer en interne quel est le coût et le coût carbone, c'est ce qu'on appelle FinOps et GreenOps en interne, on-premise, comme on dit dans notre data center, et on est capable aussi d'évaluer qu'est-ce que ça donnerait si on va sur AWS, Azure, Google, OVH, d'un point de vue euro et CO2. Et comment on fait pour ça? On va reprendre les instances ou les types de VM qu'on mettrait là-bas, et on ne va pas se baser sur les données des clouds publics, des cloud providers, parce que les données des cloud providers, si on prend Google, ils vont dire venez chez moi, c'est même positif pour l'environnement, parce qu'ils ils mettent dans leurs calculs des compensations, des trucs dans tous les sens. Donc, on ne prend pas ça. Nous, on va se baser sur le Cloud Carbon Footprint, qui est une base de données open source ouverte, qu'on va reprendre et on va matcher avec les données qu'on recueille. Et on va dire, voilà, ici, je vais partager mon écran, comme ça vous allez pouvoir le voir. On est capable de dire, si vous allez ici dans ce data center, et attendez, j'ai fait une fausse manip, et vous devriez, ça coûterait tant en CO2. Et l'objectif, c'est de prendre les bonnes décisions en fonction de ces critères-là. Alors, là, je suis sur CO2 Scope. Si vous voyez mon écran, si je vais sur l'onglet simulation, donc là, on peut simuler des nouveaux projets. En disant, là, j'ai un nouveau projet. Mais si je simule le fait d'aller chez les cloud providers, en fait, je vais évaluer sur un axe coût et sur un axe CO2 où est-ce qu'il serait mieux d'aller. Alors, si vous voyez mon écran, là, c'est en train de calculer. Donc là, on voit que j'ai calculé sur mon infrastructure chez moi qu'est-ce que ça coûte. Mais si jamais je devais décider d'aller chez d'autres data centers, de cloud public, là, je vois bien que tous ceux qui sont à droite ici, en haut à droite, ils coûtent plus cher et en plus, ils émettent plus de CO2. Parce que souvent, on est dans des pays où le mix énergétique n'est pas bon, on est sur du charbon, des choses comme ça. Par contre, on voit ici que Stockholm, c'est sans doute le meilleur, parce que on est sur un mix énergétique qui est bon, et c'est peut-être un data center qui est très optimisé, etc. Et dans ces émissions carbone qu'on évolue, on prend à la fois, dans ce que nous donne le Cloud Carbon Footprint, on a les émissions directes et ce qu'on appelle l'énergie grise. Donc là, on voit le détail des coûts, on voit le détail aussi également des facteurs d'émissions. Et par exemple, on dit, moi, comment j'ai calculé pour la VM X, je devrais avoir telle VM, et je vois dessous exactement comment on a calculé toutes nos hypothèses de chiffrage, parce que dans tout bilan carbone, il faut que les hypothèses soient bien pesées, et posées plutôt que pesées, ce qui permet de comparer avec des choses on sait de quoi on parle en fait et sur quoi on se base. Et on est sur des éléments pertinents. Est-ce que ça répond à la question? C'était la question de Nicolas. Ouais, c'est ça.
J'ai une autre question. Il y a une autre question, c'est où peut-on voir l'impact carbone des data centers? Existe-t-il un site qui donne ces données? Vous voyez, dans notre solution, l'intérêt, c'est qu'on va matcher avec vos données clients et pour basculer. Et sinon, c'est le Cloud Carbon Footprint, c'est le site open source qui permet de voir ça, en fait. Et par contre, dedans, dans le Cloud Carbon Footprint, on n'aura que les 3 gros, en fait. On aura Google, OVH et Amazon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur votre graphe, l'empreinte cloud Azure était globalement beaucoup plus mauvais que les autres. Avez-vous une explication simple à cela? Ça, c'est une bonne question. Non, je n'ai pas d'explication simple. Généralement, c'est que souvent, le mix énergétique n'est pas très bon. La partie énergie grise, donc la partie fabrication qui est prise en compte, on est sur du matériel qui est renouvelé assez fréquemment aussi. Donc, ça joue aussi là, dans ces éléments-là. En fait, c'est toujours cette addition de différents facteurs qui fait que l'impact est plus mauvais, en fait. Ou moins bon, on va dire. Hop. Alors, il y a une autre question. Alors, ça va, c'est bien, super, il y a plein de questions. Quelles sont vos considérations vis-à-vis des innovations en biodata? Stockage des données sur cellules vivantes. Ça, c'est une très belle question et j'avoue que je ne connais pas assez le sujet pour Ivan ou Stéphane. J'aurais tendance à dire, si c'est performant et que ça nécessite moins de matériel et moins d'énergie, c'est que du bon, en fait. Et j'ai tendance à voir que voilà. Après, je manque de recul. Je travaille avec beaucoup de chercheurs, mais j'avoue que je n'ai pas étudié encore ce sujet-là. Ivan, je ne sais pas si toi, tu as des réponses ou Stéphane. Alors, de mon côté, aucune. J'ai entendu parler de ce sujet, mais par contre, je ne me rends pas du tout compte du volume de data en fait, qu'on peut héberger entre guillemets sur des cellules. Donc, à partir de là, c'est très difficile pour moi de matérialiser en fait, et de comparer en fait, finalement tout ça. Ivan, je ne sais pas, en plus, il y a peut-être un lien avec la quantité de data qui commence à exploser. Hein. Tu nous montrais un doublement d'ici 2 ans et demi environ. Donc, à partir de là, non. Moi, j'ai pas de réponse à ça. C'est un sujet qui est très, très d'actualité. On commence à étudier l'ADN humain, les cellules humaines, parce qu'on se rend compte que la capacité de stockage de ce type d'organisme vivant est extrêmement optimisée. Et je ne me rappelle plus combien c'était, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais chaque cellule du corps humain, c'était, je ne sais pas si c'était 40 mégas, 4 gigas ou 40 gigas, mais c'est énorme. Donc, on commence à étudier les neurones aussi pour tout ce qui est conservation des données. On parle même dans 10 ans, que toutes les données du monde, on arriverait à les mettre dans la taille d'une tablette de chocolat. Bon, je pense qu'après, derrière, il y a beaucoup de marketing, mais c'est vrai que cette question des cellules et du rapport à l'environnement, à la nature, c'est de plus en plus d'essayer de copier la nature pour s'inspirer pour la technologie. C'est un sujet qui est très, très d'actualité. Par contre, moi si ma petite remarque par rapport à ça, c'est super, c'est très très bien, mais il ne faut pas se reposer sur la technique. Ce qu'on voit, c'est que si on pense que c'est que la technique qui va nous sauver, moi, ma philosophie, c'est qu'on va dans le mur, en fait. Je suis désolé, mais souvent, je suis dans des conférences, des choses comme ça, souvent, c'est des grosses sociétés américaines comme IBM ou d'autres qui disent, nous, c'est super ce qu'on fait, finalement, on ne change rien sur ce qu'on fait actuellement. Parce que de toute façon, on est en train de développer des ordinateurs quantiques, des serveurs quantiques qui vont nous permettre de sauver le monde. Non. Il faut absolument, on l'a vu, qu'on soit aussi sur de réduire et optimiser et être plus efficient à tous les niveaux. C'est le seul moyen de s'en sortir. Et en plus, il faut que la technique suive, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas l'un ou l'autre, il faut les deux et de façon intelligente en fait. Mais c'est des super sujets, hein. C'est super intéressant. On est vraiment sur une révolution sur plein de choses. Il nous a mis un lien, Jason, sur le chat. Merci, ouais. N'hésitez pas s'il y a des questions. C'est vrai qu'on avait peur d'être trop long, mais finalement, on a été très rapide. Je vois une question là. Ratio d'empreinte CO2 IDC versus autres est considérable. Pouvez-vous donner des ordres de grandeur pour les principaux facteurs d'amélioration? Déjà, la première clé, à mon avis, enfin pas à mon avis, mais concrètement, c'est la source de l'énergie.
Parce que là, avec ce mix énergétique Areus Plus, donc délivré par l'énergéticien local, c'était Viteos, on est en dessous du gramme le gramme de CO2 par kilowattheure, versus finalement 450 grammes au niveau global, donc c'est du 1,450 au niveau du ratio, et puis au niveau du Suisse, en 100 grammes de CO2 par kilowattheure consommé, c'est du 1,100 au niveau du ratio. Donc ça, c'est la première des clés. La production solaire qui est directement en toiture, on n'a pas non plus de déperdition à cause de la distance, d'acheminement, du courant, etc. Ça, c'est vraiment l'approvisionnement, c'est le point numéro 1, c'est le point clé. Ensuite, le deuxième point, il faut juste savoir que ce data center, il a un PUE d'environ 1,1. Ça, c'était en fait calculé à l'époque quand c'était mis en service avec les différents fabricants, les différents fournisseurs. Il y a aussi ce système d'extraction de chaux qui permet finalement de baisser drastiquement la consommation. Donc tout ça, ça va rentrer, finalement, si on a un PUE de 1,1, si j'imagine que mon rack consomme 2 kilowatts, ça veut dire qu'en fait, j'ai 2,2 de consommation réelle, approximativement. Alors que si je monte sur un data center, disons en moyenne, on va dire européenne, qui doit se situer autour de 1,7, 1,8, je vais multiplier mon 2 kW par 1,7, 1,8, donc quasiment 2, finalement, je suis à 4 kW de consommé. Donc au final, oui, l'empreinte, elle descend drastiquement. Surtout, en fait, il y a un effet multiplicateur, parce que, on a un PUE qui est très bon, donc finalement, le multiplicateur est faible, mais en plus, on part d'une base d'empreinte par kilowattheure qui est très faible. Donc en fait, nous, on a un multiplicateur faible sur une empreinte faible, alors que dans la majorité, on a un multiplicateur qui est beaucoup plus haut sur une empreinte qui est déjà beaucoup plus haut. Donc en fait, ça fait un ratio à la fin qui est démultiplié. Et finalement, c'est un peu le concept du slide à Martin, qui nous explique qu'un watt d'économiser tout au fond dans le dev en fait, du code, on arrive à 100 watts d'économiser en termes de production énergétique au niveau de la centrale, que ce soit nucléaire, le barrage ou la centrale solaire. J'entends que c'est complètement égal. Mais en fait, ce ratio il devient énorme, c'est à cause du facteur multiplicateur au fil de chaque étape. Je pense, j'espère avoir répondu à la question. Non, c'est ça, ouais, c'est complètement. Juste pour ceux qui ne connaissent pas le PUE, c'est le Power Usage Effectiveness. C'est en fait un indicateur dans les data centers entre l'efficacité énergétique du data center. C'est un ratio entre la consommation globale du data center et la consommation purement informatique. Un PUE idéal, c'est un PUE de 1, c'est-à-dire c'est un serveur qui est dans son coin, qui n'est pas climatisé, qui n'a pas de perte onduleur, qui n'a pas d'éclairage, etc. Donc c'est jamais 1, on est toujours un peu au-dessus du 1. Mais là, quand on rationalise un 1, c'est difficile de descendre beaucoup plus bas. Et ce qu'on voit, c'est que le sujet actuellement, c'est d'optimiser au mieux comme le fait le data center, le Chaud-Lafon. Mais et après, maintenant, on voit qu'il faut travailler sur le 1, c'est-à-dire comment j'optimise ce 1, et donc c'est le code, c'est l'usage, etc., ce qu'il y a dessous. Et ce qui est des fois souvent un peu plus compliqué, parce que là, il faut travailler avec les développeurs, il faut travailler avec la maîtrise d'ouvrage pour réduire les besoins. C'est un autre sujet, mais qui est très lié, en fait. C'est très intéressant à ce niveau-là. Je vois qu'il y a une autre question. Les choix sur les data centers sont-ils compatibles avec la souveraineté numérique si on souhaite maintenir ces données sur le territoire donné, par exemple en Suisse? Ça, c'est une bonne question. Et je vais laisser à Stéphane et Ivan, mais la réponse est globalement oui. Mais allez-y, Stéphane. Bon, ça c'est clair. En fait, certaines professions ont une obligation, en tout cas en Suisse, une obligation légale de garder en fait les données sur le territoire. Donc oui, la réponse est oui, effectivement, parce que maintenant, nous, en tout cas de notre côté, on peut garantir la présence des données physiquement sur le territoire. On a des solutions qui sont multi-data center, on est capable de relier, etc. Vous pouvez faire votre propre cloud privé. Enfin, je ne vais pas partir dans le commercial, mais la réponse, elle est oui, à mon avis. Je ne sais pas si Ivan, tu as quelque chose à rajouter là-dessus, quoi. Non, dans le cas de IDC, je pense que c'est oui. Dans le cas où Amazon, Microsoft, etc. s'implantent en Suisse, et c'est déjà le cas, je ne suis pas sûr que pour les particuliers, le fait de stocker ces données en Suisse, ça soit suffisant. En tant qu'entreprise, je sais qu'on a des clauses qu'on peut mettre dans le contrat, mais en tant que particulier, on a demandé à Microsoft il y a quelques semaines et ils n'ont pas forcément répondu à ce qu'on attendait. Donc, pour les entreprises, sûrement. Pour les particuliers, j'ai des doutes. Et moi, je compléterais, c'est que c'est intéressant, c'est que
comme un peu dans les bonnes pratiques, c'est un peu les circuits courts aussi, quand on fait d'un sens large, c'est valable aussi pour la donnée, en fait. Ça sert à rien d'aller stocker sa donnée à l'autre bout du monde, quoi. Parce qu'il y a des infrastructures qui vont les transporter, parce que ça multiplie tout ça. Donc, il faut... j'aurais tendance, c'est des bonnes pratiques, hein, c'est des bons sens. Quand on peut essayer de faire du local, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais. C'est du bon sens. Bonjour messieurs, merci pour votre présentation. Une question, réalisez-vous des actions de réduction d'impact du numérique sur la phase de fabrication du matériel, qui est plus impactante que la phase d'utilisation? Alors là, c'est une très très bonne question. Et c'est vrai que la preuve, c'est que vous avez bien suivi. Oui, la phase fabrication, on travaille. Moi, j'ai été juste contacté par Dell dernièrement, parce que justement, Dell au niveau de la France, la direction de Dell France, il y a pas mal de clients qui vont les voir en disant c'est bien, mais comment vous agissez plus? Comment vous faites mieux pour réduire votre impact? Donc, on leur suggère de faire du reconditionné, de faire des dates de maintenance plus longues. Mais nous, directement, on n'est pas capable d'aller de les aider à fabriquer, sur la fabrique du matériel, on n'agit pas directement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, dans notre solution, là, nous, on mesure l'impact global qui prend en compte donc l'énergie directe et l'énergie grise. Donc, si on veut baisser son impact, on a tout intérêt à garder son matériel le plus longtemps possible. J'ai un client là, qui a négocié avec Dell d'avoir sa maintenance, d'avoir un contrat de maintenance. Alors, attendez, d'habitude, on est plutôt sur 5 ans. Des fois, on est sur 7 ans. Lui, il a négocié sur 12 ans. Et on voit bien qu'on est capable, là, de pousser un peu les fournisseurs, les fabricants, à avoir une réflexion sur du matériel de plus en plus à la fois reconditionné ou qui soit sur une durée de vie beaucoup plus longue. Ça bouge beaucoup. Et on voit maintenant certains clients, alors que c'est complètement nouveau, qui commencent à prendre des serveurs reconditionnés. Donc, ça change un petit peu le marché, etc. C'est ce qui est vraiment très récent et qui n'était pas encore il y a 3 ans, personne ne pensait à ça. Ça bouge là-dessus. Et c'est un sujet qui est très intéressant et je pense que les choses vont bouger, surtout avec... il y a même aussi des stratégies, par exemple, où on voit les constructeurs qui commencent à se dire ça ne sert à rien de changer tout mon serveur ou toute ma baie de stockage, mais je vais changer que les parties pour les processeurs, parce que ça commence à être un peu dépassé, ou quelques bouts de matériel qui sont un peu non performants. Et c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je vois qu'il est 47, on peut se laisser encore un petit peu de temps, mais c'est... ce qu'on peut retenir, en fait, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, c'est que n'hésitez pas à nous contacter. On a mis nos emails directement ici, ou si vous allez sur les sites respectifs, vous pouvez nous contacter. N'hésitez vraiment pas. Pour tous ceux qui étaient inscrits, vous allez recevoir de toute façon le déroulé de la présentation, le replay. Pour ceux qui sont inscrits aussi. Il y a une question là. Que pensez-vous du label suisse SDEA qui mesure l'efficacité du data center et l'efficacité IT? J'avoue que pour ma part, je ne le connais pas, mais là, je vais me tourner vers Stéphane et Ivan. On a été approché par ce label aussi pour l'Institut. Je pense que c'est une bonne... je n'ai pas parcouru, je pense que c'est une bonne initiative, mais il faut voir derrière qu'est-ce qu'ils demandent exactement. Comme tu as dit, Martin, le fait de signer déjà le Code of Conduct, c'est déjà quelque chose de très positif. Et je pense que ce label suisse est complémentaire à ce code de conduite européen. Oui, alors pour ma part, les labels, je suis pas trop fan, mais bon, pourquoi pas, quoi, effectivement. En fait, moi, pour compléter, souvent pourquoi c'est intéressant de mettre des labels, c'est que on voit nos clients, ils se posent beaucoup de questions sur comment acheter mieux, en fait. Et le problème, c'est quand on fait des appels d'offres et des choses comme ça, il y a beaucoup de fournisseurs qui vont mettre je fais ça, etc. Et c'est pas vérifié. L'avantage, entre guillemets, d'un label, c'est que il y a une certaine normalité, des normes ça permet de contrôler un peu tout ça. Et moi, je pense qu'il y en a quand même besoin un petit peu. Mais je ne connais pas ce label, donc je ne pourrais pas rentrer directement sur cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez recevoir tous ces éléments-là.
Pour EasyVirt, si vous voulez tester la solution, n'hésitez pas à la télécharger depuis notre site. C'est vraiment très simple à installer, c'est en lecture seule, c'est non intrusif, il n'y a pas de risque. On reste à votre disposition pour toute question. Je vois que les gens commencent à partir doucement. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Stéphane, Ivan, si vous voulez dire un dernier mot, je vous laisse la parole. Merci pour votre participation. J'espère que j'étais pas trop rapide et que ça a été à peu près clair ce que j'ai présenté, parce que je me rends compte que ça a été comme une traînée de poudre et j'ai mis le feu et finalement c'est parti direct de l'autre côté, quoi. Bon, ça nous a laissé plus de temps pour la discussion post-présentation, mais c'était pas idéal. On voit que je suis plus technique que commercial, habitué à faire des présentations à tout va, quoi. Donc voilà, mais merci quand même pour votre audience et n'hésitez pas, on est à votre disposition. Juste un détail, je vois que Martin, tu as une faute d'orthographe dans ton adresse email, c'est matrin.d'argent au lieu de martin.d'argent@virtual.com. Pas qu'on fasse un copier-coller ou je sais pas quoi et on se dit tiens c'est bizarre, ça marche pas, quoi. Donc voilà. Ouais, en plus c'est moi qui l'ai écrit, donc c'est encore plus. Voilà, faute de merci. Frappe, voilà, donc excellente journée à tous et merci beaucoup. Rien de mon côté, vous avez mes coordonnées. C'est un plaisir toujours de discuter de Green IT en Suisse et n'importe où. Donc, à bientôt. Bon, ben super, merci à tous en tout cas. Et oui, c'est exactement ça, c'est un vrai plaisir. Et au plaisir d'échanger avec vous en direct ou dans d'autres conférences ou d'autres éléments. En tout cas, il y a vraiment du boulot à faire avancer ce sujet-là parce que c'est pas parce qu'on en parle beaucoup qu'on passe toujours à l'action. Donc, moi, je vous invite vraiment à passer vraiment à l'action, quoi, et pousser les gens autour de vous à passer à l'action. Merci à tous. Ben, on va fermer le webinaire. Et puis, ben, à une prochaine fois. À bientôt.